Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les participants, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de remercier les autorités du Koweït d'avoir organisé cette conférence sur la reconstruction de l'Irak. Je remercie les autorités pour toutes les dispositions qui ont été prises pour l'organisation et pour l'accueil des participants. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de notre chère directrice générale, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui malheureusement ne pouvait pas se joindre à nous en raison d'autres engagements pris ultérieurement. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une initiative qui lui tient beaucoup à cœur et qui s'intitule, comme vous pouvez le voir derrière moi à l'écran, « Faire revivre l'esprit de Mossoul ». En résumé, l'objectif de cette initiative, c'est de refaire de Mossoul un carrefour de civilisation, une mosaïque à la fois ethnique et religieuse, et un symbole de la coexistence en Irak, ce que cette ville avait été pendant tant d'années, jusqu'à l'arrivée de Daesh il y a quelques années. Les organisateurs de la réunion m'ont demandé de vous présenter dans les grandes lignes les principales étapes de l'histoire de la ville de Mossoul. Malheureusement, ils m'ont dit que je ne disposais que de 15 minutes, donc je vais devoir le faire au pas de course et je m'excuse si cet exposé est un peu schématique. Et je vais commencer il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, la ville de Mossoul, que vous ne pouvez pas encore voir à l'écran, n'était qu'une bourgade. Une bourgade qui vivait dans l'ombre de sa voisine, une ville beaucoup plus grande, qui avait le nom de Ninive. Ninive, il y a 3000 ans, était la capitale de l'Empire assyrien. Cette ville, la ville de Ninive, se trouvait sur la rive est du fleuve Tigre, l'un des principaux fleuves de Mésopotamie. C'était la capitale de l'Empire assyrien, et les Assyriens étaient très connus pour leur cavalerie. La cavalerie des Assyriens était extrêmement redoutée, et c'est cette cavalerie qui leur a permis d'étendre leur empire jusqu'à l'Égypte, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte. Les Assyriens ont notamment conquis un petit royaume qui se trouve en Israël actuellement, le royaume de Judée. Le royaume de Judée où vivait, il y a 3000 ans, le peuple hébreu. Et en raison de l'importance de la ville de Ninive et en raison de la présence des Assyriens au royaume de Judée, la Bible parle beaucoup de la ville de Ninive. En effet, vous connaissez peut-être l'histoire du prophète Jonas et de la baleine. Le prophète Jonas Dieu avait demandé au prophète Jonas de se rendre à Ninive pour annoncer à la ville son imminente destruction, justement parce que le peuple assyrien avait conquis le royaume de Judée. Donc le prophète Jonas devait se rendre à Ninive pour annoncer la destruction, mais Jonas, si vous connaissez l'histoire, décide de désobéir à Dieu et il tente de prendre la fuite par la mer. Il embarque à bord d'un bateau, mais étant donné qu'il désobéit à Dieu, cela provoque la colère divine. Il y a une tempête, le bateau coule et Jonas se retrouve dans le ventre d'une baleine où il va passer 2 ou 3 jours avant d'être recraché. Une fois de retour sur la terre ferme, le prophète Jonas décide finalement d'accomplir sa mission et il se rend à Ninive pour lui annoncer son imminente destruction. Et le prophète Jonas finira par mourir à Ninive. Et c'est pour ça que la tombe du prophète Jonas se trouve aujourd'hui à Mossoul, car Mossoul, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, finira par englober la ville de Ninive. Et le tombeau du prophète de Jonas a été dynamité il y a quelques mois seulement par les combattants djihadistes de Daesh. Je referme cette parenthèse et je passe maintenant très rapidement à la prochaine étape de l'histoire de la ville de Ninive. Je me perds dans mes notes. Donc la ville de Ninive, à la chute de l'Empire assyrien, est conquise par les Perses de Cyrus le Grand. Les Perses, comme vous le savez, sont zoroastriens, mais ils sont assez tolérants des chrétiens qui sont présents à Ninive, car j'ai sauté beaucoup d'étapes, mais là je vous parle des premiers siècles de l'ère chrétienne. Donc la communauté chrétienne qui est présente à Ninive continue de pratiquer son culte chrétien. Viennent ensuite les Macédoniens d'Alexandre le Grand, puis les Chaldéens, puis finalement les Romains. Et je passe maintenant au 7e siècle de notre ère, avec les conquêtes musulmanes et l'arrivée des Arabes à Ninive. Au 7e siècle, donc, les tribus musulmanes arrivent dans la ville de Ninive, mais commencent à délaisser progressivement la ville de Ninive pour se concentrer plutôt sur sa voisine, Mossoul, qui se trouve de l'autre côté du Tigre. J'oublie de vous montrer quelques photos. Vous voyez ici une photo d'un habitant de Mossoul. Il se trouve dans la ville de Mossoul,
face au fleuve Tigre, et ce qu'il est en train de contempler, c'est la plaine de Ninive. Donc c'est l'ancienne ville de Ninive qui depuis a été délaissée, et qui se trouve donc de l'autre côté du fleuve par rapport à Mossoul. Les musulmans, lorsqu'ils arrivent à Ninive, ne forcent pas les chrétiens à se convertir. Du moins, pas directement. Beaucoup de chrétiens finiront par se convertir à l'islam, mais les communautés chrétiennes qui vivent aujourd'hui à Mossoul sont les descendantes de ces communautés qui déjà à l'époque vivaient à Mossoul et qui, grâce à une certaine tolérance religieuse, ont pu continuer à pratiquer leur culte. Au XIIIe siècle, la ville de Mossoul est pillée et mise à sac par les Mongols, puis, quelques siècles plus tard, elle finit par tomber sous administration ottomane. Et au début du XXe siècle, avec le déclin de l'Empire ottoman, avec la chute de l'Empire ottoman, lorsque les Anglais arrivent dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, les Anglais décident de créer d'une certaine manière de toute pièce l'État irakien sur la base de 3 villes qui seront les villes clés de ce nouveau pays: Mossoul au nord, Bagdad au centre et Basra au sud de l'Irak. Je vous ai d'ailleurs mis une photo des troupes anglaises qui pénètrent dans la ville de Mossoul quelques jours après la chute de l'Empire ottoman, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et je vais maintenant sauter d'un siècle pour passer à 2014. Encore une fois, je m'excuse pour cette présentation au pas de course. En 2014, Mossoul tombe entre les mains de Daesh. Et le calife al-Baghdadi proclame la naissance du califat depuis la mosquée de Mossoul. Nous venons d'avoir une présentation précédemment sur les conditions de vie sous Daesh, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Il y a quelques mois, comme vous le savez, les forces irakiennes sont parvenues à reprendre la ville de Mossoul aux mains de Daesh, et ce au prix d'une bataille qui était d'une violence absolument inouïe, selon beaucoup l'une des batailles les plus violentes de l'histoire de l'humanité. Et ce sont les civils, malheureusement, qui ont payé le prix fort, puisque les civils ont souvent été utilisés comme boucliers humains par les combattants de Daesh, et les civils ont également été victimes des bombardements de la coalition internationale. Et aujourd'hui encore, à l'heure où nous parlons, des équipes de bénévoles sont actives jour et nuit pour essayer d'extraire les dizaines de corps qui jonchent encore les rues de Mossoul et qui doivent être extirpés des gravats. Donc Mossoul-Ouest, notamment, qui est la ville historique de Mossoul, la vieille ville de Mossoul, a été entièrement détruite. Pas un seul bâtiment de Mossoul-Ouest n'a été épargné par les bombardements. Vous voyez ici une photo de ce qui reste de Mossoul-Ouest. Et ici, vous voyez une photo avant et après de la mosquée depuis laquelle le djihadiste al-Baghdadi a proclamé la naissance du califat, du soi-disant État islamique, avec son fameux minaret, le fameux minaret bossu, qui était l'un des symboles architecturaux de la ville de Mossoul et que les djihadistes ont dynamité dès lors qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas pouvoir. Disons que les djihadistes ne souhaitaient pas que la mosquée tombe entre les mains des forces irakiennes, car cela aurait été un symbole fort de la reconquête de Mossoul par les forces irakiennes. Donc, comme je vous le disais, les destructions matérielles sont considérables et il va falloir investir des milliards de dollars dans la reconstruction de Mossoul pour permettre le retour de tous ces Mossouliotes, de tous les habitants de Mossoul qui vivent actuellement en exil. Mais les destructions matérielles ne sont pas les seules. Et l'exil n'est pas seulement une question d'éloignement ou de distance géographique. L'exil peut être un exil intérieur. On peut se sentir exilé dans son propre pays. On peut se sentir étranger en sa propre terre. Et pendant des années, sous le joug de Daesh, beaucoup d'habitants de Mossoul se sont sentis dépossédés de leur quartier, de leur ville, de leur histoire. Nous devons permettre le retour des exilés dans tous les sens du terme. Si on se contente de reconstruire les infrastructures et de rétablir les services publics, même si c'est une nécessité absolue, cela ne suffira pas au retour de la paix, au retour de la coexistence. Cela ne suffira pas à retisser les liens qui ont été déchirés pendant ces années d'occupation. Voilà pourquoi l'UNESCO a décidé de mettre l'accent sur la dimension humaine de la reconstruction. Nous souhaitons promouvoir la réhabilitation du patrimoine culturel de la ville, la reconstruction du système éducatif et la revitalisation de la vie intellectuelle de Mossoul. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Nous allons commencer par élaborer une feuille de route.
Nous allons commencer par élaborer une feuille de route, passant en revue les différents projets que nous allons mettre en œuvre. Puis nous mettrons sur pied un fonds fiduciaire pour financer tous ces projets. Et de quel projet s'agit-il? Eh bien, tout d'abord, la reconstruction du patrimoine culturel de la vieille ville de Mossoul, et notamment cette mosquée, la mosquée Al-Nouri que vous pouvez voir et son fameux minaret. Dans le même temps, nous allons reconstruire un temple yézidi. Vous savez, les yézidis sont cette communauté qui a été particulièrement persécutée par les combattants de Daesh. Et nous allons également reconstruire des églises chrétiennes et une synagogue. Cela sera un symbole fort du pluralisme religieux dans la ville de Mossoul. Nous allons également essayer de reconstruire le sanctuaire du prophète Jonas, que j'évoquais au début de mon intervention. L'autre axe de cette initiative, c'est l'éducation. Le système éducatif, le système universitaire de Mossoul était réputé dans tout l'Irak. Et il a été anéanti par Daesh. Aujourd'hui, il y a urgence car des centaines de milliers d'enfants sont déscolarisés depuis des années. Et des milliers d'enfants ont également été endoctrinés par les djihadistes. On leur a appris le maniement des armes et la haine de l'autre. Nous devons leur inculquer le respect de l'autre, la tolérance, et nous devons leur inculquer leur propre histoire. Voilà pourquoi l'UNESCO, en collaboration étroite avec le gouvernement irakien, dont je souhaite saluer les efforts aujourd'hui, élaborera des programmes scolaires qui seront mis en œuvre dès que nous pourrons reconstruire les écoles et scolariser de nouveau tous ces enfants. Enfin, nous souhaitons mettre l'accent sur la vie intellectuelle de Mossoul. Depuis des années, à l'international et dans le monde arabe, l'Irak est un pays associé à la guerre, au conflit, au sang. Mais l'Irak a une longue histoire intellectuelle. Il existe d'ailleurs en arabe un proverbe qui dit que lire est le propre du peuple irakien. Avant l'arrivée de Daesh, Mossoul était fier, et à raison, de sa vie intellectuelle, et notamment d'une rue, la rue des bouquinistes, la rue des libraires. C'est une rue à Mossoul qui était connue du monde arabe depuis des siècles. Mossoul était également connue pour sa bibliothèque universitaire qui était particulièrement riche en anciens manuscrits. Eh bien, cette bibliothèque universitaire a été brûlée par Daesh, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et la plupart des manuscrits qui s'y trouvaient ont été brûlés par les djihadistes lors d'autodafés qui étaient régulièrement organisés dans la ville. Nous souhaitons donc reconstruire la bibliothèque universitaire, mais également, puisque nous sommes au XXIe siècle, créer une bibliothèque numérique. Nous allons numériser tous les manuscrits qui ont survécu aux autodafés afin que les générations futures d'Irakiens puissent les consulter. Quelques jours seulement après le départ des djihadistes, de jeunes habitants de Mossoul sont descendus dans les rues pour lancer une initiative populaire qui s'intitule « Les trottoirs des livres ». Des livres sont vendus sur les trottoirs, au pied même des immeubles éventrés. Donc là, vous avez une photo de l'université, de la bibliothèque universitaire de Mossoul. Et vous pouvez voir ici cette initiative qui a vu le jour quelques jours seulement après le départ des djihadistes. Cela montre clairement, selon moi, que les habitants de Mossoul souhaitent eux aussi reconstruire la ville sur le plan intellectuel. En guise de conclusion, donc, on peut dire que pendant 3 ans, Daesh a supprimé tous les espaces de dialogue qui existaient, tous les espaces de création, des espaces d'échange, des espaces culturels. Aujourd'hui, je viens ici pour vous demander votre soutien. Aidez-nous à recréer tous ces espaces qui ont été supprimés pendant 3 ans, afin de permettre le retour de la paix, de la coexistence, à Mossoul, dans l'Irak et dans la région tout entière, une région qui a été si meurtrie au cours de ces dernières années. Si nous ne le faisons pas, si nous nous concentrons uniquement sur des grands projets d'infrastructures qui ont une visibilité beaucoup plus évidente et un impact beaucoup plus direct, le spectre de Daesh continuera pendant longtemps de planer sur l'Irak, bien après le départ des forces de la coalition internationale. Je vous remercie de votre attention.